C'est un pouvoir d'achat mirobolant qui m'attend. Il y a une ambiance de zoo, une ambiance de Sarbacane, une ambiance de cris d'animaux. Oh là 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 là. Et c'est pour l'immense prestige social que confère ce statut. Putain, il a le boulard, le mec, il a un melon, c'est pas possible. Mais c'est pas ça en fait. Leur donner la carotte à aller chercher, c'est fantastique. Bienvenue. Je m'appelle Olivier Geneste, vous me connaissez pour ma chaîne YouTube All Jeunes les maths en finesse, et on se retrouve aujourd'hui pour le 2e épisode de mon podcast. Dans ce podcast, je n'ai pas l'ambition de vous assommer ou de vous embrumer l'esprit à grands coups de mathématiques, mais je vais plutôt vous parler de tout ce qui tourne autour de cette discipline et de son enseignement. Alors, la question que j'ai choisi de traiter, et qui sera le fil rouge de ce podcast, c'est pourquoi devient-on professeur ? C'est une question qui me tient beaucoup à cœur parce que quand j'étais enfant, je croyais, comme beaucoup d'autres enfants, je pense, que les gens exerçaient leur métier parce qu'ils aimaient ce métier ou par passion, qu'il y avait quelque chose qui reliait leur âme à ce métier, disons. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que ce n'était pas le cas. Mais ça m'a toujours chagriné dans le cadre du métier de professeur parce que on se rattache aux jeunes générations. On se rattache aux enfants, on se rattache aux adolescents, aux personnes qui vont former l'avenir d'un pays. Et je me dis, quelqu'un qui exerce mal son métier de professeur, eh bien, a un impact qui est considérable. Et je veux dire par là que un boulanger qui fait mal son pain, c'est pas très grave. À la limite, ça lui retombera dessus à un moment donné, mais tant qu'il met pas de matière toxique dedans, c'est pas très grave. De la même manière, si je pense à un directeur marketing d'une boîte qui fait un produit dont tout le monde pourrait tout à fait se dispenser, si cette personne-là fait mal son boulot, bon, tant pis. Mais pour un professeur, je pense qu'il y a un enjeu qui est supplémentaire, et c'est pour ça que je me posais la question, finalement j'y reviens, pourquoi devient-on professeur ? Qu'est-ce qui anime le choix des personnes qui choisissent ce métier-là ? Alors, j'ai distingué 4 raisons principales. Je ne prétends pas du tout que ce soit exhaustif, mais disons, ce sont les 4 raisons qui me sont venues en tête lorsque j'ai pensé à cette question. La première raison qui m'est venue à l'esprit, c'est le salaire. C'est le grand retour à la réalité. On casse ici les rêves de passion, de vocation, et on se confronte à une réalité énergétique qu'on ne peut pas vraiment éviter. Chaque homme a besoin d'énergie pour survivre, notamment de s'alimenter, et on accumule de l'énergie généralement sous forme cristallisée, c'est-à-dire sous forme d'argent, et c'est une des raisons pour lesquelles les gens choisissent de devenir professeur. Alors après, tout dépendra aussi de la classe sociale dont le professeur est issu. Parce que, de mon côté, le salaire d'un professeur, un salaire tout court déjà, me faisait rêver. Je me disais, mais c'est incroyable, c'est un pouvoir d'achat mirobolant qui m'attend. J'ai déchanté par la suite, mais ce que je veux dire, c'est que si on est issu d'une classe sociale qui est bien plus favorisée, peut-être que professeur, ça va vraiment paraître comme un métier à éviter à tout prix, à moins qu'il y ait une vocation très puissante qui nous anime, auquel cas on pourra sacrifier une part de ce qu'on pourrait récolter dans le monde de l'entreprise pour exercer ce doux métier, ce plus beau métier du monde qu'est celui de professeur. Alors voilà, un premier aspect, c'est le salaire. Je poursuis avec la planque. Et la planque, quand je dis la planque, je parle de ces fameuses vacances dont tout le monde parle. Quand on parle de professeur, on parle des vacances scolaires. Et c'est une réalité. Alors la planque, c'est le côté péjoratif des choses, mais disons, pour quelqu'un qui a envie d'élever une famille et de voir ses enfants régulièrement et de pouvoir passer ses vacances en même temps que ses enfants, il semble que c'est un parti c'est une option qui paraît raisonnable. Et je donnerai ma position là-dessus une fois que j'aurai fini les 4 raisons que j'ai trouvées pour devenir professeur. Alors, une troisième raison qui est très intéressante aussi, c'est on devient professeur par affinité avec la matière. Et là, on peut imaginer quelqu'un qui est dans un parcours d'études, qui apprécie les sciences, par exemple, qui se rend compte par la suite qu'il apprécie davantage les mathématiques, qui évolue petit à petit dans ses études, mais qui n'a pas tellement d'idées d'entreprise dans laquelle il aimerait travailler ou de choses à accomplir, et qui se dit, de toute façon, quand j'étudie une discipline dans un cursus universitaire, il existe toujours, disons très souvent, la possibilité de l'enseigner, tout simplement. Alors, c'est quelque chose que j'ai entendu assez régulièrement chez mes collègues, et c'est quelque chose que j'appellerais la voie par défaut ici, celle de l'affinité avec la matière. Alors ça pose aussi quelques problèmes au niveau de la vocation, au niveau de ce qui nous anime, parce que ce genre d'orientation ne va pas forcément faire les meilleurs professeurs, mais ça ne les condamne pas non plus à être de mauvais professeurs, et j'en reparlerai un peu plus tard. Avant cela, je te présente la 4e raison pour laquelle, selon moi, on devient professeur, et c'est pour l'immense prestige social que confère ce statut. Quand on va en soirée pour essayer de séduire, et qu'on dit qu'on est professeur de mathématiques, c'est incroyable. C'est comme si on disait qu'on était pompier ou qu'on était commando marine, quoi. On sent que, dans le regard de l'autre, il y a quelque chose qui s'est allumé, et crois-moi, c'est pour le meilleur.
évidemment c'est une blague. La quatrième raison, c'est la vocation. Donc la vocation, c'est ce que j'ai essayé de raconter dans le premier podcast, dans le premier épisode de ce podcast, et c'est le plaisir de voir dans le regard de l'autre quelque chose qui s'allume dans le passage de l'incompréhension à la compréhension, entre autres. Pour moi, le cœur du métier de professeur, et j'y reviendrai peut-être plus tard, c'est vraiment ça, c'est vraiment de voir toutes ces personnes qui ont un visage triste devant une matière qui leur semble inaccessible, et d'un seul coup, de voir une lumière qui les anime, qui éclaire leur visage, et de se dire que on a été le catalyseur d'une telle réaction, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de satisfaction. Je pense que ce n'est pas chez tout le monde que cette satisfaction existe, c'est pour ça qu'il faut de tout pour faire un monde, comme on dit, mais je pense que c'est une des raisons principales pour lesquelles les gens deviennent professeurs. Alors, une question qu'on me posera aussi, parce que là j'ai parlé de salaire, j'ai parlé de la planque, j'ai parlé d'affinité avec la matière, et j'ai parlé de vocation, on me dira mais quels sont les pourcentages, quelles sont les proportions, peut-être en tout cas dans un public de mathématiciens, c'est une question à laquelle je m'attends. Et déjà, je voudrais dire que, de mon côté, ce n'est pas le choix entre les quatre, c'est les quatre en même temps. J'étais content du salaire et des vacances, et j'aimais les mathématiques, et j'aimais par-dessus tout les enseigner. Donc on est déjà sur une pondération de ces quatre critères en même temps. Et après, qu'entre proportions, je répondrai honnêtement, je n'en sais absolument rien. Alors, la suite de mon petit développement, c'est... si j'avais entendu ça quand j'étais adolescent, je pense que j'aurais été quelque peu révolté en me disant qu'il est possible, par exemple, d'allumer les trois premières coches, c'est-à-dire salaire, vacances et matière, sans allumer la dernière, qui est celle de la vocation, et d'un réel goût pour l'enseignement. Et aujourd'hui, j'essaye de dire les choses à plat parce que j'en suis extrait. Je ne suis plus étudiant et j'essaye de porter sur le monde un regard sans haine, comme le recommande Ashtaka dans le film Princesse Mononoke, que j'ai déjà cité dans une autre discussion. Mais je pense que si ça affecte beaucoup et si c'est relié aux émotions, c'est effectivement, comme je le disais au tout début de cette émission, parce que ça a trait aux enfants, aux adolescents, à la jeune génération, et que ça a potentiellement plus d'impact de trouver un mauvais professeur quand on a 14 ans et que ça nous barre l'accès à des études supérieures, que de trouver sur son chemin un mauvais praticien ou un mauvais boulanger. Et j'en veux pour preuve que lorsqu'on discute avec des personnes qui ont décroché des mathématiques, ces personnes se souviennent très précisément de la classe dans laquelle le décrochage a eu lieu, et elles se souviennent aussi très précisément du nom du professeur qui était, selon elles, la cause de ce décrochage-là. Alors ici, on pourra me dire « Mais tu es bien beau avec tes histoires, tu énonces ça, voilà, vu de dessus, mais moi, de mon côté, je suis en train de faire des études, et j'ai affaire quotidiennement à un professeur qui n'exerce pas à fond de ses capacités. » Et je donne dans l'euphémisme ici. Comment je m'en sors, moi, de mon côté? Parce que ce constat-là ne m'aide pas. Et je pense que c'est une très bonne question à se poser, et je pense que ce sera aussi un fil rouge de ce podcast, pas seulement de cette émission, mais de toutes les autres, c'est comment je récupère ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive. Parce que le professeur en poste, à moins qu'il ne commette quelque chose de punissable par la loi et sévèrement, il ne bougera pas. La question, c'est comment je peux faire, moi, en tant qu'étudiant, pour m'en sortir. Et je vais aussi traiter le cas du parent d'élève. Qu'est-ce que je peux faire si je suis père ou mère d'un étudiant qui se trouve en proie à des difficultés en mathématiques, et notamment à cause, plus ou moins partiellement, d'un professeur qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Alors, le problème, c'est que, en tant qu'étudiant, tout cela ne peut se faire qu'à partir d'un certain moment. Je me dis que l'enfant en école primaire, qui voit un professeur qui évite soigneusement les mathématiques autant qu'il le peut, et qui ne transmet pas des choses qui correspondent aux réelles mathématiques, mais à quelque chose qui s'apparente à de l'apprentissage par cœur, à du bricolage plus ou moins obscur, cet enfant-là ne peut pas savoir ce qui lui manque. Et c'est là que l'aspect parent d'élève, à mon avis, a toute son importance. Cela dit, à partir d'un certain moment, à partir d'un accès autonome sur Internet et raisonné, je dirais à partir du collège, au milieu du collège, ou peut-être début du lycée, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses déjà en tant qu'étudiant, et de se dire, bon, je n'ai pas la chance d'avoir en face de moi un professeur qui est à même de me transmettre les choses telles que j'aimerais qu'elles me soient transmises, mais je peux prendre mes responsabilités et essayer de faire des heures supplémentaires pour atteindre un niveau qui me paraît satisfaisant. Alors, c'est problématique, cette chose-là, parce que il faudrait voir ce que les mathématiques vont apporter en plus des mathématiques elles-mêmes. Il faut être capable de voir à long terme, de se dire que même si on veut exercer un métier qui n'est pas directement relié aux mathématiques, la formation de l'esprit des mathématiques est souhaitable, que c'est quelque chose qui va être posé aussi comme un obstacle dans certains examens, dans certains concours, et donc ça demande beaucoup
à l'adolescent. Ça lui demande de voir à long terme, là où finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment dans la puberté. On n'a pas forcément envie de se dire, bah oui, clairement, les mathématiques, c'est ce que j'ai envie de faire à mes heures perdues. Mais, encore une fois, je pense qu'il est important d'entendre cette responsabilité-là, cette part de responsabilité-là. Par contre, dans la part du gâteau, j'imagine le gâteau dans Astérix et Cléopâtre et la part que se taille Obélix, la grande part de responsabilité, pour moi, elle revient au niveau des parents. Si, en tant que parent, je sais que mon fils n'a pas accès à des connaissances de qualité, que ce soit au niveau du français, au niveau des mathématiques, au niveau de la biologie, de la physique, etc., je peux te garantir une chose, je ferai le nécessaire pour qu'il soit au niveau. Et c'est important pour moi, en tant que parent, de voir l'école comme une commodité. C'est très pratique, c'est quelque chose qui me permet de ne pas transmettre toutes les connaissances moi-même, et ce serait difficile. Mais si jamais je perçois un manque, et en tout cas que l'enfant l'exprime, ou que je vois dans ce qui est rendu qu'il y a un problème, je pense que les parents ont un grand rôle à jouer. Alors, plutôt que de continuer à parler comme ça de manière générale, je vais essayer de rattacher ça à nouveau à une expérience personnelle. Quand j'étais enfant, c'est ma mère qui a vraiment veillé à ce que je conserve l'écriture qu'on m'avait apprise. J'ai vu au fil des années l'écriture de mes camarades de classe se dégrader. Mais je me rappelle très bien qu'on m'avait appris une écriture en attaché, comme à tous les enfants. Après que certains aient choisi de dégrader cette écriture par incapacité ou par choix, de commencer à déformer les lettres jusqu'à rendre l'écriture potentiellement illisible, c'est quelque chose. Mais en tant que parent, ma mère m'a dit « Tu devrais essayer de conserver ce qu'on t'a appris. Je pense que plus tard, disposer d'une écriture lisible, c'est quelque chose qui sera un avantage pour toi. Et d'ailleurs, regarde, c'est plus joli. » D'accord. Va pour l'écriture. C'est la même chose pour l'orthographe, pour les dictées. On peut se dire, mais les dictées finalement qu'il y a à l'école sont d'un très faible niveau. Et d'ailleurs, les erreurs sont sanctionnées par des quarts de points, là où, avant, c'était sanctionné par des points entiers. Je me souviens qu'on m'avait communiqué une échelle d'erreurs avec des moins un quart, moins un demi, moins un. Là où, peut-être 30 ans plus tôt, l'échelle c'était moins 1, moins 2 et moins 4. Donc il y a un facteur x 4. Parce que sinon, il y a des notes négatives, ça pose problème, etc. En tant que parent, je peux aussi essayer d'expliquer que ce standard existait à l'époque, d'expliquer avec bienveillance que je pense que mon enfant est capable de s'astreindre à ce genre de standard, et de lui proposer des dictées du type «Quelle belle cueillette nous fîmes», avec des noms de champignons qui s'en suivent, et je vais poursuivre le délire quelque peu. Quelques hyménomycètes, des ipholomes, des elvelles, des géastères fimbriés, des polypores versicoles, et un nid imbriqué, ma foi, fort appétissant. Je pense qu'avec ce genre de dictée, on a de quoi redonner goût aux enfants à l'orthographe, on a de quoi redonner de la saveur, leur donner la carotte à aller chercher. Non, je plaisante. Je vais essayer de me contenir. Je pense que la propension à la roue libre est très, très haute ce matin, mais je pense que tu vois là où je veux en venir. Et j'explique quelque chose de très simple. Je pense qu'il est tout à fait accessible, pour la grande majorité des parents, de veiller à ce que les leçons soient apprises, que les listes de vocabulaire le soient aussi, que les exercices soient faits, que les devoirs soient bien faits, de veiller à ce que l'orthographe ne se détériore pas trop, que l'écriture reste aussi d'une certaine qualité. Et ça peut durer pendant un bon moment. Encore une fois, mes parents n'ont pas un niveau d'éducation qui est mirobolant, mais ma mère a pu m'accompagner au minimum jusqu'au brevet. Et cela, quitte à elle aussi travailler, quitte à elle aussi aller chercher des ressources de manière à compléter les connaissances qu'il me manque. Donc, pourquoi devient-on professeur? Pour plein de raisons différentes, j'en ai cité 4. J'explique aussi d'une manière très simple que ce n'est pas parce qu'on fait un boulot, peut-être que pour l'argent et pour les vacances, qu'on le fait forcément mal. Je pense que la vocation, c'est quelque chose qui est bien plus à même de produire ensuite de bons professeurs. Et à la fin de ma réponse, à la fin de mon développement, ou plutôt de mon élucubration, je dirais que je pense qu'il est important de récupérer sa part de responsabilité, que l'on soit élève ou parent d'élève. Et je terminerai par une citation de Jacques Chirac. Je souhaite que chacun se reprenne, et tout le monde y a intérêt. Deuxième question. Penses-tu qu'un bon professeur en classe préparatoire serait un bon professeur en collège ou en lycée? Alors là, on retrouve un terrain glissant dans le sens où, si tout à l'heure j'ai énoncé quelques raisons pour lesquelles les gens ont envie de devenir professeurs, je suis aussi en mesure de présenter quelques raisons pour lesquelles les gens n'ont absolument pas envie de devenir professeurs. Et quand on parle de classe préparatoire, et c'est la chance que j'ai eue de n'exercer qu'en classe préparatoire, j'ai conscience que je suis extrêmement privilégié. Parce que des classes préparatoires vous garantissent au minimum des élèves qui ont envie d'apprendre et ils savent qu'ils jouent quand même une partie de leur avenir sur leurs études. Ils sont tout à fait conscients
que 2 ans après leur entrée en classe préparatoire, ils vont présenter un ou plusieurs concours de manière à accéder à des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, de rentrer dans des écoles normales supérieures, et ainsi de suite. Cela dit, au collège et au lycée, on n'est absolument pas garanti de rencontrer ce genre de public. Et je dirais même qu'on est quasiment garanti de l'inverse. Alors là, il va être question de proportion, mais je peux déjà citer le cas des professeurs qui se retrouvent en classe face à des élèves qui n'ont absolument pas envie d'apprendre. Des classes où la moitié des gens sortiraient de la classe instantanément s'ils avaient le choix, et qui sont prêts à créer un désordre pas possible de manière à ralentir le cours un maximum, de manière à ce que la connaissance ne soit pas transmise. C'est une connaissance à laquelle ces personnes sont totalement hermétiques et qui vont laisser des professeurs complètement désemparés. Et là, j'aimerais bien te permettre d'imaginer le tableau. C'est-à-dire qu'on imagine un professeur enthousiaste qui, en lui, la vocation, la flamme, se dit qu'il veut vraiment enseigner, qui a beaucoup pensé à créer des exercices par lui-même, à faire des travaux pratiques, à sa pédagogie, il a pensé à sa didactique. Et il se retrouve dans une classe où il y a une ambiance de zoo, une ambiance de sarbacane, une ambiance de cris d'animaux. Il se dit, mais mince, j'avais pas signé pour ça. C'est un problème, et je pense que c'est quelque chose que je me dois de dire, parce que on m'a pas dit ça quand j'étais étudiant, on m'a pas dépeint vraiment cette réalité-là, et pourtant c'est une réalité. Mais je vais te citer ici le cas d'un ami qui s'appelle Arnaud, et que j'avais retrouvé quand il était en Master 1 et en Master 2. C'est quelqu'un qui avait passé le CAPES, et qui avait exercé 1 ou 2 années en poste. Il s'était retrouvé face à la réalité que j'ai décrite ici. Il avait même vu quelques couteaux briller à certains endroits, dans des cours de récréation. Il s'était dit, non mais c'est pas pour ça que je suis devenu professeur de mon côté. Il a repris ses études, il a essayé de passer l'agrégation, il a fait ensuite une thèse, il est devenu enseignant-chercheur. Donc, voilà ce que je veux en dire, c'est quand on me demande est-ce qu'un bon professeur en classe préparatoire pour devenir un bon professeur au collège ou au lycée, je pense que déjà dans le pire des cas, et c'est celui que j'ai cité ici, il va y avoir une énorme descente émotionnelle quand il va se rendre compte qu'il n'est plus tellement question de transmettre des connaissances, mais d'éviter de se faire planter. Et je pense que c'est une réalité. Alors cela dit, ce n'est pas la seule réalité, et heureusement, il existe des collèges et des lycées qui sont tout à fait normaux. Alors bien entendu, on n'aura pas l'engagement d'étudiants qui vont passer des concours, mais on aura, disons, un terrain assez neutre, il y aura des gens qui sont très intéressés, d'autres moins, des gens moyennement, et on va quand même pouvoir transmettre des connaissances. Et là, ma réponse serait assez nuancée, je dirais que je pourrais distinguer 2 cas. Est-ce qu'un bon professeur en classe préparatoire pourrait bien enseigner au collège ou au lycée? Et je vais rattacher ça à cette affaire de vocation. Parce que si ce qui plaît, par exemple, dans le cadre d'un professeur de mathématiques, ce sont les mathématiques elles-mêmes, et notamment ce plaisir qu'il y a à évoluer dans des degrés d'abstraction de plus en plus élevés, d'être capable de manipuler des outils de l'analyse fonctionnelle, de théorie des catégories, de théorie des distributions, d'analyse complexe, alors effectivement, il va y avoir une immense déception quand il va s'agir d'expliquer le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, comment résoudre une équation, peut-être un système de 2 équations à 2 inconnus, et de voir en face de soi des gens qui ne comprennent pas forcément, qui n'ont pas forcément reçu les mêmes dons, les mêmes dispositions. Et oui, je pense qu'il va y avoir une grande déception. Et ce genre de professeur-là qui ne serait motivé que par les connaissances qu'ils transmettent, à mon avis, ne ferait pas de très bons professeurs. Par contre, dans le cas de professeurs qui sont motivés par la vocation, par le fait de voir un visage qui s'illumine, le fait d'arriver à construire par des mots un chemin d'accès vers la connaissance, je pense qu'il n'y aurait absolument aucun problème. Alors bien sûr, ça demanderait un travail d'adaptation, un travail de préparation, parce qu'il va falloir redescendre le niveau de sous-entendu, il va falloir redescendre le socle de connaissances sur lequel on construit, mais je pense que c'est l'affaire de quelques semaines, de quelques mois, et peut-être d'1 année de rodage pour trouver un excellent niveau. C'est d'ailleurs quelque chose qui me traverse l'esprit de temps en temps. Quand j'y pense, je prends autant de plaisir à résoudre une petite équation pour les terminales qu'à présenter un exposé complet sur le crochet de Kaufmann pour l'étude des nœuds, ou encore à résoudre une énigme du professeur Layton. Pour moi, dans ma tête, c'est équivalent. Je ne vois aucune différence. Pour moi, je vais toujours m'appliquer, je vais faire le mieux que je peux pour essayer de transmettre ces connaissances-là. J'en tire un plaisir équivalent. Et ce que je dis, c'est que je ne vois pas comment, en tirant un plaisir équivalent de ces différents niveaux d'enseignement, on pourrait passer de très bons professeurs en classe préparatoire à très mauvais professeurs au collège.
Alors peut-être qu'il y a aussi une question de niveau de maturité, etc. Mais là encore, je pense qu'on s'adapte et que quand on aime enseigner, on est aussi tout à fait capable de faire face à différents niveaux, eh bien effectivement, de maturité dans la croissance de quelqu'un. On peut le voir enfant, préadolescent, adolescent. Alors effectivement, à l'adolescence et notamment chez le sexe masculin, il y a une dose peut-être de bêtise qui est supérieure, mais bon, on est passé par là et je pense que la connaissance qu'on a de soi-même peut aussi nous permettre de transmettre les connaissances dans d'excellentes conditions. Troisième question. Dans quelle mesure les concours de recrutement évaluent-ils les compétences d'un bon professeur? Pour répondre à cette question, je pense qu'il est utile de repartir de la raison d'existence des épreuves-là. Pourquoi a-t-on besoin, ou pourquoi exige-t-on des connaissances de niveau licence 3, voire master, pour un professeur qui va ensuite enseigner potentiellement le théorème de Pythagore ou le théorème de Thalès à des collégiens? L'idée est très simple, c'est que on n'a pas seulement besoin des feuilles de l'arbre, mais on pense qu'un professeur sera beaucoup plus à même de parler de la feuille d'un arbre s'il comprend que cette feuille est rattachée à une petite branche, qui est elle-même rattachée à une grosse branche, qui est elle-même rattachée au tronc, et qui se prolonge dans la terre un système de racines. Et donc, c'est vraiment cette idée que, pour éclairer un objet de différents prismes, d'être capable d'en parler de diverses manières, et notamment d'éclairer les objets par des prismes qui vont ouvrir ensuite la voie vers les études supérieures, ou tout simplement vers les classes supérieures, eh bien il faut savoir au moins où est-ce que l'histoire des mathématiques va. Et donc on est sur une construction, on construit les équations à une inconnue, puis les systèmes de deux équations à deux inconnues, peut-être ensuite à trois, et après on s'aperçoit qu'on peut peut-être résoudre des systèmes dont l'inconnu n'est pas un réel, mais est potentiellement un entier, si on est dans le domaine de l'arithmétique, et potentiellement une fonction, si on étudie des équations fonctionnelles. Et donc si on a conscience de ça, eh bien, je pense que dans sa parole, dans ce qu'on essaie de dire, dans les dessins qu'on essaie de faire, dans les ouvertures qu'on donne, on est en mesure de guider davantage l'élève sur la voie d'une progression mathématique. Alors, le problème, c'est que ça, c'est l'idée qu'il y a derrière. Mais maintenant, la question, c'est comment ça se passe en pratique. Déjà, il faut savoir que, comme pour le baccalauréat, on va prendre l'exemple du CAPES ici, il y a un immense décalage entre le programme du CAPES et ce qui est effectivement exigé au CAPES. Et je parle là des épreuves écrites du CAPES, et peut-être même orales. Et ensuite qu'il y a un immense décalage, à nouveau, entre ce qu'on pourrait appeler réussir honorablement les épreuves du CAPES et le fait d'être admis au CAPES, au concours du CAPES. Parce que si tu regardes dans les rapports du jury, tu verras que la barre d'admissibilité aux écrits, elle n'est pas à 12 sur 20 ni à 15, elle est bien en dessous de la moyenne. Donc, cette idée-là, l'idée que le CAPES sanctionnerait une capacité à être un bon professeur en présupposant que c'est relié au fait de maîtriser les connaissances, je prétends ici que la maîtrise des connaissances n'est pas vraiment ce qui est évalué. Et je peux aller dans une autre direction pour asseoir mon point une deuxième fois, par une deuxième voie, c'est que on peut tout à fait avoir une excellente note à l'écrit du CAPES et ne pas maîtriser quoi que ce soit. Et c'est là qu'on parle par exemple de bachotage, on parle de stratégie pour l'épreuve écrite. Alors j'ai fait une formation là-dessus exprès pour expliquer justement comment maximiser sa note à un niveau donné. Je sais comment exploiter les règles du jeu, mais malgré tout, quelqu'un qui veut devenir professeur, j'estime que c'est bien de booster sa note par des moyens simples, mais de l'autre côté, il faut aussi aller dans une direction de la maîtrise. Et là, il y a un problème parce que je ne compte plus aujourd'hui le nombre de personnes qui m'ont contacté, qui font leurs études à l'université, et qui ont cette étrange sensation de ne pas maîtriser, qui ont cette étrange sensation d'une connaissance très parcellaire, avec des modules par-ci, des modules par-là, mais sans l'unification qui est permise par exemple par de bonnes classes préparatoires. Parce qu'en classe préparatoire, il y a un seul professeur pour une année. Et donc du coup, on va se retrouver encore une fois avec des matières qui s'entrecroisent, avec une certaine transversalité. Et c'est une transversalité qu'on retrouve aussi dans les épreuves de concours. Alors que, quand on est à l'université, eh bien, on va avoir des suites d'un côté, des matrices de l'autre, et puis de l'analyse complexe encore ailleurs. Mais les ponts ne sont pas vraiment faits. Et en fait, on retrouve aussi la part de responsabilité que j'avais donnée tout à l'heure à l'étudiant. J'ai passé mon temps, quand j'étais à l'université, à essayer de former ces ponts-là. Mais c'est beaucoup moins évident quand on n'a pas un professeur pour faire le boulot, et c'est encore moins évident si la qualité de l'enseignement qu'on reçoit n'est pas à la hauteur. Avant de faire les ponts, il va déjà s'agir d'essayer de clarifier la situation, de malaxer cette matière de manière à la comprendre, à l'assimiler, et peut-être ensuite, si on a le temps de faire les ponts entre différents domaines des mathématiques, c'est génial, mais je vais en revenir à la question ici.
si on me demande si les épreuves de recrutement sanctionnent la capacité à être un bon professeur, je dirais que non, et qu'elles sanctionnent seulement la capacité à obtenir une bonne note à ces épreuves. Et quand je dis bonne note, je devrais plutôt parler de notes suffisantes, compte tenu finalement de la barre qui a été fixée, et aussi du manque de professeurs en poste. Et je précise ici que je me suis placé subrepticement du côté des mathématiques. Je parle uniquement professeur de mathématiques, et j'ai traité cette question par ce prisme d'ailleurs. Alors ici, je te propose un petit intermède parce que j'ai aussi un autre axe de réponse à la question. Mais avant, on pourrait me demander, bon, quelle épreuve pourrais-tu organiser de manière à sanctionner davantage la qualité à être un bon professeur, et notamment, du coup, puisque tu parles de maîtrise des connaissances, à sanctionner davantage cette maîtrise des connaissances. Et je répondrai ici par quelque chose de semi-humoristique, semi seulement, et ce serait la dissertation en mathématiques. Alors, c'est une anecdote assez savoureuse, et certains de mes élèves s'en souviennent encore nettement, mais on était en classe, il restait 1 heure. Et quand il reste 1 heure, c'est synonyme de danger. Pourquoi ? Eh bien parce que une interro surprise d'1 heure tient parfaitement dans le temps imparti qu'il me reste. Et donc j'avais commencé à me lancer dans un discours justement au sujet de la baisse de niveau, leur expliquer un certain abaissement des standards au niveau des mathématiques, et je leur avais expliqué que ça se traduisait notamment par le fait de trouver de plus en plus de questions fermées, de déterminer si, démontrer que ça, établir ce résultat-là, mais qui avait de moins en moins de questions où le résultat n'était pas dans la question, de questions qui finissaient par des points d'interrogation, des questions ouvertes qui demandent de l'autonomie et de l'initiative. Je leur avais dit, là, on est en période de révision, on est à la veille des épreuves écrites, et je pense que pour vous, il est temps d'essayer d'établir des connaissances transversales. Et pour ça, quelque chose qu'il est bon de faire, eh bien, c'est d'essayer, à partir d'un mot donné, de voir tout ce qui s'y rattache et de l'organiser dans un plan structuré. Vous l'aurez reconnu, c'est l'exercice de la dissertation. Alors là, il y a un silence qui s'instaure, un silence épais, une inquiétude qui monte, et donc je continue comme ça à élucubrer, j'explique le pourquoi du comment, et je finis par demander à la classe de produire une dissertation sur le concept de dimension finie. Alors c'est une blague qui a trouvé son terme, puisqu'en fait c'était juste qu'il y avait plusieurs anciens élèves qui revenaient pour témoigner de leurs écoles de commerce, de leurs concours pour donner des conseils aux nouveaux, et du coup ça s'est vite arrêté. Mais je me rappelle de ça comme d'un bon souvenir partagé avec mes élèves, puisque ce genre d'humour, ils y étaient parfaitement habitués, mais aussi comme finalement d'une idée qui n'a jamais tellement été exploitée, et qui me paraît assez révélatrice d'un niveau de maîtrise donné. C'est-à-dire que si la personne n'est pas du tout capable, en totale improvisation, de donner les rudiments, par exemple, d'une théorie ou d'une branche des mathématiques, comment pourrait-on attendre d'elle qu'elle soit capable de l'enseigner correctement ? Parce que ça voudrait dire qu'elle n'a même pas les images, les idées même grossières qui permettent de commencer à parler à un élève qui, lui, ne dispose de probablement rien du tout, d'une page vierge. Et je trouve que c'est intéressant. Donc, je retrouve cette idée, par exemple, chez Philippe Caldero, qui fait de temps en temps des maths du fond d'une chaise longue ou d'un hamac. Et la maîtrise s'entend, elle se perçoit, et je pense qu'elle peut être travaillée de cette manière-là. Alors, je ne sais pas s'il faut mettre cette idée dans un concours de recrutement, mais en tout cas, c'est un exercice qui me paraît très intéressant. Et pour la deuxième partie de la réponse, donc, est-ce qu'un bon professeur en classe préparatoire serait un bon professeur au collège ou au lycée ? Je dirais que même s'il s'avère qu'il maîtrise les connaissances, eh bien, c'est pas du tout la garantie de bonnes compétences pédagogiques. Alors, j'ai pu expliquer déjà que la transmission de connaissances n'était pas forcément quelque chose qui pouvait animer un tel professeur, et donc que si on n'aime pas, eh bien, c'est difficile quand même de faire un boulot remarquable, et du moins, je pense que ça deviendra de plus en plus difficile avec le temps, mais surtout, il manque quelque chose là-dedans. C'est que là, j'ai seulement parlé de ce que le professeur était capable d'avoir en lui. Mais c'est qu'une seule partie de l'équation, ça. Parce que de l'autre côté, il y a les élèves. Et donc, il faut aussi être capable de développer une capacité d'écoute de ce que disent les élèves, de manière à pouvoir produire ensuite des réponses sur mesure par rapport à leurs incompréhensions. C'est-à-dire qu'on a beau avoir tout compris en long, en large et en travers, si, quand un élève pose une question, on n'est pas capable d'entendre assez finement là où le nœud se situe, on ne pourra pas être, en tout cas selon moi, un bon professeur. Alors là, encore une fois,
La question c'est, que pourrait-on concevoir comme épreuve pour sanctionner cette capacité-là? Et je répondrai en tout cas surtout pas l'oral d'agrégation, par exemple. Parce que je me rappelle deux situations qui sont tout à fait opposées. D'un côté, il y a eu mon oral d'analyse d'agrégation. C'était un oral d'analyse complexe, et donc j'ai discuté ici entre pairs. J'ai discuté avec des collègues. J'ai montré que je savais, que je maîtrisais les connaissances, mais avec un vocabulaire qui était approprié pour des collègues. Cela dit, quand j'étais en doctorat et quand j'enseignais en deuxième année de licence physique-chimie, il y avait un module d'analyse complexe. Et c'était un module d'analyse complexe pour des personnes qui, par exemple, n'avaient jamais entendu parler de la notion de boule ouverte, de voisinage, d'intégration sur un chemin, encore moins. Et donc, tu imagines bien qu'il a fallu trouver des chemins vers la connaissance extrêmement différents. Ça pourrait pas être plus opposé. C'est-à-dire que d'un côté, il fallait s'exprimer avec le langage de celui qui sait, le langage que les savants utilisent entre eux, et de l'autre côté, il a fallu que je me dise, attends, ils sont en licence 2, pas de mathématiques, juste de physique-chimie, ils ont aucune notion de topologie ni de quoi que ce soit, ils ont jamais manipulé les epsilon, donc les convergences absolues, les convergences simples, tout ça, ça leur passe complètement au-dessus, et pourtant il va falloir que j'essaye de faire quelque chose. Et donc les compétences que j'ai mobilisées, qui, selon moi, sont les compétences qu'un bon professeur doit essayer d'acquérir, n'étaient absolument pas sanctionnées par l'oral, par exemple, d'agrégation, et je pense qu'au CAPES, c'est exactement la même problématique. Et je n'en parle pas parce que je n'ai jamais passé le CAPES. Donc, que pourrait-on imaginer, en tout cas? On pourrait imaginer, par exemple, un contingent d'élèves, de 3 ou 4 élèves, qui recevraient un cours de la part d'un professeur, et qu'il y ait des gens qui regardent comment ce cours se passe. Donc ces élèves sont dynamiques, essayent de poser des questions, et on voit comment le professeur est en mesure de s'adapter pour écouter la question qui est proposée et pour essayer d'y répondre sur mesure. Mais là encore, je précise, et c'est très important, que on est dans le domaine de la proposition extrêmement embryonnaire. Je ne vois pas du tout comment cela pourrait être harmonisé, par exemple, comme type de notation. Ça dépendrait des élèves, il y aurait énormément d'aléas, ça serait très compliqué. Et puis et à institutionnaliser à l'échelle d'un pays, on s'en sort pas. Enfin, je veux dire, je pense que c'est pas forcément très réaliste, mais voilà. Je propose deux éléments de réponse à cette question de la pertinence des concours de recrutement pour les bons professeurs. Je dirais que d'une part, il ne me semble pas sanctionner une maîtrise assez profonde des connaissances, mais seulement une maîtrise superficielle, celle qui permet d'obtenir de bonnes notes à des épreuves qui sont stéréotypées, et de l'autre, que même si c'était le cas, que la maîtrise était sanctionnée, que c'était ça qui était sélectionné, ça ne garantirait pas du tout la transmission, la réceptivité, cet échange qu'il y a entre un professeur et un élève, tout simplement. Quatrième question. Que pensez-vous de l'enseignement des mathématiques en France et de la baisse de niveau? Alors, c'est assez drôle, mais la première fois que j'ai lu cette question, avant de la sélectionner pour ce podcast, j'ai pensé non concerné. Et je me suis rendu compte par la suite que c'est une réponse trop mystérieuse pour en rester là, et donc je vais développer, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des concepts qui sont bien trop vastes pour que je puisse y faire quelque chose. Mais au contraire, d'un point de vue local, je pense qu'on a tous moyen d'avoir un rayon d'impact et de propager nos idées. Et donc, l'enseignement des mathématiques en France, j'ai déjà évoqué que on désignait par là des réalités très différentes. Il y a des gens qui ont un mérite absolu à aller dans les endroits les plus difficiles, essayer de donner une seconde chance ou une 17e chance à des gens qui, selon moi, ne méritent pas ça. C'est leur vocation. Ce sont des éducateurs spécialisés qui sont capables de prendre des personnes que la société considère comme presque perdues, et elles essayent, ces personnes-là, de les remettre sur le droit chemin. C'est fantastique. Ça, c'est l'enseignement des mathématiques en France. L'enseignement des mathématiques en France, c'est aussi l'enseignement en classe préparatoire. C'est aussi l'enseignement de quelqu'un qui est dans un collège de campagne et qui se retrouve avec très peu d'élèves par classe, ou dans une école de campagne, pareil. Tout ça, c'est l'enseignement des mathématiques en France. Et la baisse de niveau, elle est disparate. Parce que peut-être que dans le public, les standards s'effondrent, mais peut-être que dans des écoles payantes, les standards sont restés très hauts. Donc en fait, on parle de choses qui sont extrêmement globales, et là encore, je pense qu'il faut reprendre son rôle là-dedans, il faut parler à la première personne du singulier et faire quelque chose. Le simple fait que tu entendes ces propos-là, c'est l'expression de ce que j'ai essayé de faire. J'ai fait une chaîne, j'ai sacrifié mon poste en classe préparatoire de manière à
investir mon énergie là où je pense avoir le plus de portée, parce que je pense que je peux changer à mon petite échelle, avec mon petit rayon epsilon d'une petite boule, je peux changer un peu le visage de l'enseignement des mathématiques en France. Et il y en a qui vont se dire, putain, il a le boulard, le mec, il a un melon, c'est pas possible. Mais c'est pas ça, en fait. C'est que c'est une dynamique de epsilon, c'est une dynamique de R est archimédien, c'est une dynamique de précompacité, c'est une dynamique de si tout le monde se dit je ferai pas, il y a rien qui se fait. Mais si chacun essaye de faire un peu, je pense que ça peut remonter. Alors j'y crois pas, qu'on soit bien clair, je n'y crois pas un seul instant. Mais malgré tout, je me dis, écoute, de mon côté, au moins j'aurai la conscience tranquille. Donc j'essaye de faire ce que je peux. Il y a plein de collègues qui font un travail formidable. Il y a des gens qui font pas de vidéos, mais qui mettent leurs cours en ligne. Il y a des gens qui font ni l'un ni l'autre, mais qui font des conférences. Il y a des gens qui font aucune des 3 premières possibilités et qui animent des clubs de mathématiques. Des gens qui vont donner leur temps sans compter pour des élèves en dehors des cours, pour allumer en eux la flamme des mathématiques. Tout ce paysage existe. Mais le point commun, c'est que ce sont des personnes qui parlent à la première personne du singulier et qui, en premier lieu, avant de s'indigner d'un phénomène global, se disent « Mais c'est bien beau de m'indigner, mais qu'est-ce que je fais, moi, de mon côté ?» Et c'est la même chose aussi pour les parents, et je le rappelle encore une fois, que en tant que parent d'élève, on peut tout à fait se dire « Ah ben oui, à mon époque, etc. » Tu sais, c'est très simple, hein. Les manuels que tu avais à ton époque, hop, tu les rapatries, et tu fais travailler ton enfant dessus. Alors là encore, il y a un rapport à l'éducation qui est très important. Il faut avoir été capable d'instaurer un dialogue en expliquant les tenants et aboutissants d'une bonne éducation, d'avoir un esprit bien formé, d'avoir ces armes après qui permettent de lutter contre l'idéologie, contre les contradictions, contre l'économie d'énergie expliquée sur un tableau lumineux qui tombe en panne toutes les 3 semaines. Je pense qu'on peut arriver à quelque chose. Je pense que si chacun prend sa part de responsabilité, cette affaire de baisse de niveau ou d'enseignement des mathématiques en France, c'est quelque chose qui peut être résolu de lui-même. Je pense que s'il y avait autant de personnes qui faisaient quelque chose de concret pour infléchir cette baisse de niveau, que de personnes qui sont prêtes à s'en indigner sans rien faire du tout, je pense que ça irait déjà pas mal mieux. Et pour terminer, je te lirai quand même un petit témoignage que j'avais trouvé dans les commentaires de ma chaîne YouTube. Je pense qu'il est assez significatif malgré tout. Ce que j'en pense, bon, j'ai dit ce que j'en pensais, mais je peux lire quelque chose qui correspond quand même à l'expérience que je vis, à ce que j'ai l'habitude d'entendre sur le plan de la fréquence. C'est quelque chose que j'entends souvent, donc voici. Et j'ai demandé à mon prof la raison pour laquelle il n'allait pas un peu plus loin que le programme de terminale, étant agrégé. Il m'a répondu qu'il faisait ça avant, mais que suite à des remarques d'inspecteurs et surtout suite à des plaintes de parents, car les cours étaient trop exigeants, il a arrêté. Quand j'ai entendu ça, j'étais absolument choqué. Pourquoi vouloir diminuer l'exigence des cours en terminale spé, maths experte, sachant que par définition, c'est la spé? Car dans tous les cas, en post-bac, l'exigence est là. Je suis d'accord. 5e question. Penses-tu que cette baisse de niveau se situe également du côté des professeurs et des parents? Eh bien, si tu as entendu le témoignage que je viens de lire, la réponse ne te surprendra pas, c'est oui. Et d'ailleurs, c'est tout à fait générationnel, puisque de toute façon, les étudiants qui ont subi une baisse de niveau deviennent à leur tour parents, deviennent aussi professeurs, et si personne ne rehausse le niveau, eh bien, ils ne pourront produire que des enseignements d'une qualité moindre, et donc former une nouvelle génération dont le niveau sera encore inférieur à la précédente, etc., etc. Pour moi, la baisse de niveau, ou même l'effondrement des civilisations, de toute façon, c'est un principe, comme celui de la gravité. C'est toujours vers le bas que ça se passe. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lutter contre. Ce n'est pas parce qu'il y a la loi de la gravité qu'on ne peut pas construire des gratte-ciel ou qu'on ne peut pas envoyer des fusées sur la Lune. Ce n'est pas parce qu'il y a une dynamique de baisse de niveau, d'économie d'énergie, le fait qu'on ait envie d'en faire le moins possible pour récolter le maximum d'énergie possible, ce n'est pas parce qu'il y a ce principe-là qu'on ne peut pas rehausser le niveau. Mais il va falloir des efforts, il faudra des efforts de toutes parts, des prises de responsabilité de toutes parts, et c'est comme ça que ça peut remonter. Ce que je veux dire, c'est que c'est un espèce de cercle qui tourne, mais à chaque moment, on pourrait sortir du cercle. Au niveau étudiant, c'est prendre en main ses propres études et consulter des chaînes de mathématiques, de physiciens, etc. Il y a plein d'étudiants, même en ce moment, des élèves de seconde qui m'écrivent pour que je fasse une petite vidéo sur leur chaîne, parce qu'ils sont passionnés de mathématiques et de physique. Mais je me dis, moi, si j'étais au collège, que je voyais un étudiant de seconde qui faisait des vidéos comme ça, je me dirais, mais il y a des gens qui veulent progresser. Quand je suis parent, même chose. Quand je suis professeur, pareil. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et encore une fois, je ne parlerai pas en toute généralité. Je peux dire seulement que, humblement, j'essaie de faire ma part. Et j'espère seulement que des âmes de bonne volonté feront la même chose. Et puis, c'est tout.
6e et dernière question. Que penser d'un professeur qui me dit « c'est trop simple, je n'arrive pas à l'expliquer ». Alors, c'est une curieuse petite question, une réponse courte aussi, et je vais le garder pour la fin pour cette raison, parce que j'ai 3 réponses à te proposer à un professeur qui dit « c'est trop simple, je n'arrive pas à l'expliquer ». La première, c'est que ça pourrait être une réponse honnête qui traduit le fait que le travail de préparation du professeur n'a pas été assez approfondi. Et donc, ça voudrait dire que le professeur ne dispose pas des prismes nécessaires pour éclairer certains objets. Et je peux le comprendre. Quand on est habitué à éclairer par différents prismes certains objets d'un certain niveau d'abstraction, on peut tomber face à un élève qui nous demande d'éclairer par un autre prisme un objet qu'on considère du domaine de l'évidence. Et donc, bien sûr, ça va être assez difficile de trouver les mots pour donner accès à cet élève à quelque chose qui est évident pour le professeur maintenant, mais qui ne l'a pas forcément toujours été. C'est une première réponse, et je la compléterai parce qu'elle rejoint la 3e en réalité. La 2e, ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus insultant. C'est trop simple, ça veut dire tu n'as pas le niveau, tu es trop nul. Et je n'arrive pas à expliquer, ça veut dire c'est au-delà de ce que j'ai envie de faire, quoi. Pour moi, ça, c'est trop simple pour que je prenne la peine de m'y intéresser. Là, on est sur le profil peut-être d'un très bon mathématicien, mais en tout cas d'un piètre pédagogue. Et enfin, la dernière solution, et qui rejoint un peu la première, c'est que le professeur ne maîtrise pas assez son objet, ne l'a pas assez compris de manière à être en mesure de produire une explication de qualité. Parce que la maîtrise des mathématiques, c'est aussi de rattacher des objets complexes à des images mentales, à des sensations physiques, à des mouvements très simples de l'esprit. C'est l'accroche, c'est ce qui va constituer aussi un peu ce qu'on peut appeler intuition. C'est un espèce de mélange de préjugés, d'impressions, d'images qui viennent et qui peuvent donner corps à quelque chose de complexe et qui s'expriment en des termes complexes parce qu'ils doivent être compatibles avec ceux de la logique mathématique. Et donc quelqu'un qui me dit, expliquer les notions d'orthocentre, de médiane, de bissectrice, c'est trop simple, je n'arrive pas à expliquer. Je lui demanderai, mais es-tu sûr d'avoir compris les objets dont il est question ? Parce que pour moi, si tu les avais vraiment compris, tu devrais être capable de produire en totale improvisation une explication cohérente. Et ça rejoint aussi une question, c'était la question sur les concours de recrutement, sanctionnent-ils vraiment la maîtrise des connaissances ? La réponse est non. Encore une fois, ce n'est pas en sanctionnant des compétences d'un niveau, je sais pas moi, de faire de l'arithmétique sur des corps finis, de la réduction de Jordan, qu'on va mesurer la capacité d'un professeur à transmettre des choses simples à ses élèves, cela parce qu'il les aura suffisamment maîtrisées. Mais cela dit, il y a quand même espoir, parce que ça peut arriver, on peut aussi être honnête avec les étudiants. On peut dire, écoutez, cet objet-là, vous me posez la question là de but en blanc, je suis incapable de produire une explication qui me paraît accessible. Mais laissez-moi le temps, je reviens demain, et demain je vous ferai un dessin, et croyez-moi, je mettrai tout ça au clair. Le problème, c'est que là, encore une fois, on glisse du domaine de la pédagogie vers un autre domaine. Parce que ce genre de discours, je l'ai tenu maintes fois en classe préparatoire. Cela dit, dans une ambiance où il faut tenir une certaine autorité, ce que je viens de faire là, c'est finalement d'avouer une certaine faiblesse, certainement temporaire, mais une certaine faiblesse malgré tout. Et si la seule façon qu'on a de tenir les élèves, c'est d'être extrêmement sévère, de leur faire apprendre beaucoup de choses par cœur, etc., parce que ça les mate un peu, et je sais qu'il y a des collègues qui se comportent comme ça, eh bien, effectivement, on n'a pas cette option que d'être honnête, mais on n'a même pas cette option que d'enseigner correctement les mathématiques. Et c'est comme ça qu'en fait, on voit qu'il y a des glissements en fait, entre la pédagogie d'un côté et la discipline de l'autre. C'est que je pense qu'il y a certains collègues qui enseignent les mathématiques d'une certaine manière, une manière compatible avec le maintien de l'autorité. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire, oui, il faut faire participer les élèves, il faut que chacun puisse donner son avis, que ce soit dans une discussion, que vraiment il y ait des allers-retours. Oui, mais en fait, l'aller-retour, s'il y a la moitié des questions qui sont ce qu'on appelle sur le langage internet du trolling, que faire en fait à partir de là ? Ce n'est même pas possible. Donc voilà comment je terminais cette petite question, de se dire que quand on se pose une question pédagogique, quand on se pose une question didactique, il est vraiment très important de la replacer dans un contexte d'une certaine réalité. Et c'est la raison pour laquelle je me cantonnerai aussi beaucoup à mon expérience de professeur en classe préparatoire, et que si jamais il faut faire parler des collègues qui exercent dans des conditions difficiles au collège ou au lycée, je n'hésiterai pas à avoir une discussion que j'enregistrerai et que je partagerai avec toi à la première occasion. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, une petite ouverture,
c'est que ça me fait beaucoup penser aussi au monde de la politique, ce que je viens de dire. C'est qu'à l'époque où je regardais la télévision, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années à présent, je voyais ces gens-là qui discutaient, mais qui étaient incapables de concéder un point à l'adversaire. Ils étaient incapables d'admettre qu'ils s'étaient trompés. Ils étaient incapables de faire un pas vers l'autre. J'ai jamais vu de débat en réalité. J'ai vu des personnes se débattre, j'ai vu des personnes qui affirmaient leur point de vue de manière répétée, mais sans qu'il y ait un dialogue possible. Et la raison, c'est un peu la même que celle du maintien de l'autorité. Ici, ce serait le maintien de la crédibilité. Aux yeux des personnes faibles d'esprit, reconnaître sa faiblesse, c'est quelque chose qui va amoindrir leur perception. Au contraire, pour quelqu'un qui a l'habitude, quelqu'un qui est dans une situation de maîtrise, qui a vu le monde, on va dire, qui dispose un peu de recul sur les choses, quelqu'un qui n'est jamais en tort, quelqu'un qui ne reconnaît jamais ses erreurs, c'est quelque chose qui est hautement alarmant. Mais malheureusement, encore une fois, la politique, c'est parler à la majorité, et je pense que si la majorité faisait partie des personnes qu'on peut qualifier de sages, eh bien ça se saurait depuis bien longtemps. Et voilà qui termine ce deuxième épisode de mon podcast. Alors, j'ai choisi 6 questions, je ne sais pas si c'était trop court, trop long, n'hésite pas à me faire des retours là-dessus. N'hésite pas aussi à me proposer d'autres thèmes, d'autres questions. Je vais répertorier toutes les questions qui me semblent assez intéressantes, ou du moins, pas les questions qui sont intéressantes, mais les questions qui me permettraient de donner, moi, une réponse intéressante. N'hésite pas aussi à aller faire un tour sur mon site internet si tu ne sais pas exactement quelles sont toutes les activités que je propose. Je fais des vidéos sur YouTube, j'anime aussi ce podcast, mais je vends aussi des formations pour les personnes qui sont dans les études supérieures en mathématiques, surtout dans la transition lycée-études supérieures. Et je t'invite aussi à partager ce podcast si ça t'a plu, ça m'aidera à me faire découvrir, à faire en sorte que mes idées puissent se propager davantage. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.